Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de la terminale. Alors pour rappel, il y a 3 mois maintenant, nous vous avions présenté le trimestre 1 du programme de NSI. Bon vous l'aurez deviné, dans cette vidéo on va vous présenter le trimestre 2. Pour tous ceux qui veulent plus d'informations à propos de comment est-ce qu'on a écrit du coup cette présentation, je vous invite en fin de vidéo pour pas embêter ceux qui n'en ont rien à faire. Bon quand même une petite information avant de commencer. Bon déjà comme on avait dit au dernier cours, cette page n'est pas un ensemble de leçons pour les élèves, ni un guide sur comment faire des cours en tant que professeur, c'est juste une présentation du programme pour les individus extérieurs. Bon, vous pouvez quand même vous en inspirer pour faire un peu ce que vous voulez, en sachant que le programme du coup est disponible sur le site EduScol, spécialité de la voie générale, numérique et sciences informatiques, programme de terminale générale. Donc en gros c'est un récap de ce qu'il y a ici, en sachant que cette matière est quand même assez jeune, donc elle a l'avantage d'être assez flexible mais peu normée. On l'avait démontré avec les atroces copies de bac qu'on avait retrouvées dans la dernière vidéo. Et bon aussi les projets, pour rappel, il faut qu'au moins un quart du temps il soit dédié. Bon là on va pas du tout en parler, parce que ça revient entièrement au professeur. Bon comme ça le blabla majoritaire est fait. Bon dernier truc à dire, on a peut-être un petit peu forcé lors du trimestre 1, on a peut-être mis un peu trop de choses, donc c'est pour ça que le trimestre 2 sera certainement un peu plus court. Pour le grand plaisir de certains, j'imagine. Donc voilà. Donc sur ce, présentons tout ça. Alors comme au trimestre 1 ou trimestre 2, on va avoir le droit à des structures de données, deux précisément, bon qui sont quand même assez liées, la liste chaînée et l'arbre de données. Donc commençons directement avec la liste chaînée. Alors pour rappel, théoriquement ça s'est vu en première, mais en informatique une structure de données, une liste, dans la mémoire, les éléments sont un après l'autre, comme ça. Donc en gros, si vous avez juste un moyen d'accéder à la première position de la mémoire, donc exactement ce que vous faites quand vous créez une liste en Python, et bien vous pouvez accéder directement à tous les autres éléments dans cette liste, puisqu'ils sont à côté. L'idée de la liste chaînée, c'est de faire à ce que les éléments ne soient pas à côté. Donc on ne peut pas y accéder directement qu'avec un seul accès. Donc ça là, ça marche pas. Ou du moins pas tout le temps. L'idée, c'est de lier la prochaine donnée à la donnée actuelle. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de la donnée d'avant pour aller à la donnée d'après. Une opération obligatoire. Donc si vous voulez par exemple aller à la donnée 3, il faut passer par la donnée 0, puis 1, puis 2. D'ailleurs, ces liens, ça s'appelle des pointeurs. Bon, la représentation habituelle, c'est sous forme de chaîne, comme ça, 0, 1, 2, 3, 4. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle liste chaînée. On vous l'aurez deviné, du coup l'accès sera plus complexe pour ces listes-là, puisqu'il faudra du coup passer élément par élément. Dans le cas du coup du dernier élément, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de pointeur. C'est comme ça qu'on sait que c'est le dernier, parce qu'il n'a pas de pointeur. Enfin, il en a un, mais il ne pointe vers rien du tout. On dit qu'il est vide. En Python, en général, un pointeur vide, on va juste le marquer none. Dans cette structure, du coup, un élément, ça doit être au moins deux variables, sa valeur, donc 0, 1, 2, 3, et le prochain pointeur. Donc le lien vers 1, le lien vers 2, le lien vers 3, etc. etc. Alors en quoi est-ce que ça c'est plus efficace que ça là? Et bien c'est très simple. Pour insérer un élément dans ce genre de liste, il suffit juste de changer le pointeur. On pointe vers une nouvelle valeur, et qui elle-même du coup va pointer vers la prochaine valeur, donc comme ça. Et ça c'est beaucoup plus rapide que pour ces listes-là, puisque dans ces listes-là, si vous voulez insérer une valeur, il faut recréer toute la liste. Du coup, autre part dans la mémoire. Et puis ensuite faire la copie, et rajouter la valeur, ce qui est quand même un petit peu long. Donc c'est plutôt fait pour être traité sur une grande quantité d'éléments, c'est plus rapide. Pareil, la suppression d'un élément est plus rapide, puisque dans une liste normale, il faut pareil tout recréer, alors que dans une liste comme ça, il suffit juste d'enlever un pointeur, et de faire pointer l'élément d'avant vers l'élément après celui que vous venez de supprimer, ou un élément vide s'il n'y a rien après. Ce genre de propriété c'est assez cool, puisque l'avantage c'est que chaque élément de cette liste peut à elle seule être une liste chaînée. Par exemple 2, si vous effacez ce qu'il y a devant, et bien on a quand même une liste chaînée cohérente. Bon du coup elle est plus petite, mais en tout cas elle peut quand même être traitée comme une liste chaînée, et donc c'est toujours cool. Ça permet en plus de creuser la notion de récursivité qu'on a vu lors du trimestre 1, puisque pour créer une liste chaînée, il suffit de créer récursivement tous ses enfants, ce qui rend la création un petit peu plus simple. Bon, tout ça c'est que la théorie, ça devrait pas prendre tant de temps que ça à étudier en cours, puisque le plus long, comme on a vu pour les structures de données dans la dernière vidéo, ça va être les implémentations. Bon pareil, il y en a des millions possibles, en voici une très simple avec une classe. Bon même si là il y a une petite erreur, le mot-clé qu'il faut utiliser ici c'est classe, pas def. Bon là on est vraiment sur le niveau 0 de l'effort, c'est vraiment la base. Alors théoriquement il y a pas mal de méthodes qui devraient être demandées avec cette classe. Bon déjà comme on a vu, insérer et supprimer, mais aussi rechercher, donc aller directement à un certain élément. Bon, pour ça c'est pas compliqué, vous allez récursivement répéter le fait d'aller au prochain élément jusqu'à avoir atteint l'indice demandé. De la même façon vous pouvez aussi obtenir la taille, vous la rajoutez de 1 jusqu'à ce que vous atteigniez un pointeur vide. Vous pouvez aussi afficher l'entièreté de la liste comme ça. Vous pouvez calculer sa moyenne, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Donc une petite structure cool, qui bon déjà peut être utile dans une carrière de développeur bien évidemment, mais qui nous sera aussi utile pour la prochaine structure qu'on va voir, l'arbre de données. Bon, pour l'instant on va mettre la liste chaînée de côté, on en reparlera dans quelques minutes. Donc l'arbre, ça va aussi représenter une structure où les éléments ont des pointeurs vers les prochains éléments, mais là où dans une liste chaînée, il n'y a qu'un seul prochain élément, donc là 1, 2, 3, 4, etc. Dans un arbre, il n'est pas aberrant qu'il y en ait plusieurs, comme il peut y en avoir qu'un d'ailleurs. Et dans ce cas-là, il est mathématiquement correct de dire que les deux structures sont confondues. Mais ça c'est pas demandé au programme, heureusement d'ailleurs. Bon, la représentation du coup là, elle va plus faire à l'horizontale, mais plutôt à la verticale, et sous une forme d'arbre inversé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça un arbre, ce qui est d'ailleurs assez satisfaisant à mon goût. Alors déjà, il faut dire que comme dans une liste chaînée, un élément d'un arbre, c'est un arbre lui-même. Donc là par exemple, on va cacher la partie monde et Afrique. Europe représente lui aussi un arbre, qui fonctionne très bien. Pareil du coup, les arbres qui n'ont pas d'éléments, ils ont des pointeurs vides, donc là c'est le cas pour toutes les villes présentes ici. Le fait d'ajouter un élément, ça représente le fait d'ajouter un pointeur en dessous de l'élément nécessaire. Donc par exemple si vous voulez rajouter une ville allemande, vous le rajoutez à Allemagne, et le fait d'en effacer un c'est la même chose, vous enlevez le pointeur et c'est tout. Bon, cette structure est beaucoup plus utilisée que la liste chaînée. Alors, par exemple les pages web, si vous rentrez dans le code source des pages web, vous savez tous les trucs en HTML, ça en fait ça peut se représenter comme un arbre. Bien que ce soit pas la représentation qui est utilisée ici parce qu'elle est trop complexe, elle prendrait trop de temps à simuler, mais bon sachez que les représentations comme ça c'est une sorte d'arbre aussi. Vous avez aussi le référencement web, donc toutes les pages web disponibles, c'est aussi sous une forme d'arbre. Bon, et plein d'autres trucs qu'on n'a pas mis ici. Dans le cas de l'arbre, le vocabulaire est assez différent des listes et des listes chaînées. Les sous-arbres, on va les appeler les nœuds ou les branches. Donc Europe, Afrique, Maroc, Allemagne, c'est des nœuds. Les derniers éléments sont appelés des feuilles, donc là, Memphis, Marrakech, Berlin et Brest. Le premier élément de l'arbre étudié, c'est la racine, donc là, du coup, c'est monde. Et bien évidemment, si on cache monde et Afrique, la racine deviendra Europe dans cet arbre-là. Donc pareil, une structure récursive, ce qui est quand même assez cool. Le nombre total de données, donc les villes, plus les pays, plus les continents, ici, plus monde, ça s'appelle la taille de l'arbre. Et la distance maximale entre la racine et une feuille, c'est appelé la hauteur de l'arbre. Donc là, c'est 3. Il y a 1, 2 et 3 chemins. Bon pareil, toujours le même truc pour les implémentations. En voici une assez simple. Ici tout ce qu'on va faire c'est remplacer les pointeurs par une liste qu'on va appeler enfant. Parce que oui en général, les éléments sont aussi appelés enfants. Et donc les éléments au-dessus on peut les appeler les parents du coup. Alors on peut déjà faire pas mal de choses avec ces arbres, mais si on les crée d'une certaine façon, alors on leur donne des propriétés supplémentaires. Par exemple, si un arbre a au maximum 2 enfants dans toute son arborescence, donc là il y en a 2 partout, maximum, alors on a ce qu'on appelle un arbre binaire, et comme il a maximum 2 enfants, alors il est assez simple de distinguer les deux. Celui qui se situe du coup en premier, on l'appelle le sous-arbre gauche parce qu'il est à gauche, et le dernier c'est le sous-arbre droit. Des fois cette distinction n'est pas du tout faite, des fois elle est faite, et des fois elle est inutile. Donc bon ça dépend quand même pas mal du contexte actuel de l'utilisation. Bon dans ce cas là du coup c'est complètement inutile. Bon avec ça vous pouvez définir pas mal de propriétés. Là il y a un exemple qui a un petit peu bugué d'ailleurs, mais la taille maximale d'un arbre de hauteur n, c'est 2n plus 1 moins 1. Donc là par exemple dans cet arbre là la taille maximale, en sachant que n est égal 3, c'est 16, et effectivement si on compte, il y en a 16 des éléments. Bon ça c'est assez facile à comprendre. En fait on peut représenter chaque niveau, parce que oui, les valeurs sont mises sous forme de niveaux, qui représentent leur distance de la racine, peut avoir au maximum 2 fois plus d'objets que le niveau d'avant. Donc si on définit ça dans une suite, on a un plus 1 est égal 2 fois un, avec du coup u0 est égal 1. Et pour tous ceux du coup qui ont fait mathématiques en première, vous savez que pour faire la somme de tous les éléments d'une suite comme ça, alors il faut la formule un peu bizarre, u0 fois 1 moins raison, donc la 2, n plus 1 divisé par 1 moins raison, donc la 2, et ça du coup ça fait 2n plus 1 moins 1. Il y a plein de petites propriétés comme ça qu'on peut avoir directement, pour bien qu'elles ne soient pas tout le temps vraies, puisque si à un moment il n'y a qu'un seul enfant, alors du coup cette propriété n'est plus vraie. Et d'ailleurs les arbres qui respectent cette propriété sont dits complets, voilà. Bon. Donc n'hésitez pas à tout essayer de les démontrer, les propriétés comme ça c'est toujours un petit plus, et ça pourrait être valorisé lors du bac. D'ailleurs avec ces arbres il est possible de créer d'autres encore en sous-catégories d'arbres, et là celle qu'on va utiliser, enfin celle qui est étudiée, c'est l'arbre binaire de recherche. L'idée c'est qu'à chaque fois on va prendre une valeur, et si la valeur est inférieure à l'élément actuel, alors on passe au sous-arbre gauche, sinon on passe au sous-arbre droit. Et ça, jusqu'à ce qu'on tombe sur un sous-arbre qui est vide. Donc par exemple, pour la valeur 24, on a 30, c'est plus petit, on va à gauche. Ensuite 15, c'est plus grand, on va à droite. 20, c'est plus grand, on va à droite. 28, c'est plus petit, on va à gauche. Et hop, on mettrait notre 24 juste ici. D'ailleurs, même chose pour 23, 22, 21, et même 25, 26, 27. Bon, bien évidemment, le plus adapté, c'est de découper les valeurs par leur milieu, du coup, ce sera toujours plus rapide. C'est ce qu'on avait vu au trimestre 1, le trifusion. Ce sera la même chose ici. Bon, là, c'est pas ce que j'ai fait, parce que c'est pas nécessaire ici, mais c'est plus rapide. D'ailleurs, peut-être même que votre professeur vous a fait construire un arbre qui permet de faire un trifusion de cette manière,
Bon, c'est toujours un exercice cool et assez intéressant. Bon, pour en finir, on va voir une dernière catégorie d'algorithmes utilisés sur ces arbres-là, bien que cette fois-ci, ce n'est pas pour leur construction, mais plutôt pour leur étude, puisqu'on va apprendre à rechercher des valeurs dans cet arbre-là. Pour ça, il y a 4 algorithmes de parcours possibles: préfixe, infixe, suffixe et en largeur. Alors préfixe, infixe et suffixe, c'est assez similaire. L'idée, du coup, pour rechercher la valeur, ça va être d'aller à gauche, puis à gauche jusqu'à arriver à un endroit vide, et ensuite on remonte, on va à droite, et s'il n'y a rien, on remonte. Comme on a vu la gauche et la droite, on remonte encore. Là, on va à droite, on regarde à gauche, puis à droite, on remonte, etc., sur tout l'arbre. Alors pourquoi il y en a 3 types différents de tri comme ça? Tout simplement parce que le seul truc qui diffère entre ces 3, c'est quand est-ce qu'on doit faire la comparaison. Dans le cas du parcours préfixe, on fait la comparaison quand on arrive dans l'arbre. Donc par exemple, là, on fait la comparaison avec 1, si c'est pas bon, on va à gauche. On fait la comparaison avec 2, si c'est pas bon, on va à gauche. Avec 4, à gauche, 8, puis 9, 5, 10, 11, 3, 6, 12, 13, 7, 14, 15. C'est pour ça d'ailleurs, près, avant d'aller voir à gauche et à droite, on vérifie. Dans le cas d'un fixe, on va faire la vérification après que la recherche soit montée de la partie gauche. Donc là par exemple, on va aller à gauche, puis à gauche, puis à gauche. 8 du coup qui n'a pas d'enfant, on va faire la recherche. Après on remonte, et là on va faire la recherche puisqu'on vient de monter d'à gauche. Donc on fait 4, ensuite on va voir à droite, 9, ensuite on remonte, on vérifie le 2, ensuite on va à droite puis à gauche, on vérifie le 10, et après on vérifie le 5, puisqu'on remonte de la gauche encore, après le 11 qui n'a pas d'enfant, après on remonte, 5, 2, ensuite le 1, et on recommence, 12, 6, 13, 3, 14, 7, 15. Donc 1, in, pendant, au milieu, tout s'explique. Et finalement, suffixe, c'est la même chose, mais là, on va faire la comparaison quand on remonte de la droite. Donc là, on va directement aller au 8, on va chercher le 8, on repasse par le 4, mais on ne fait pas la comparaison. On va au 9, on prend le 9 puisqu'il n'a pas d'enfant, et on remonte au 4, et là, on fait la comparaison avec le 4. Ensuite, on remonte à 2, mais comme là, c'est de la gauche qu'on remonte et pas de la droite, alors on passe à 5, qui va ensuite aller à 10, puis à 11, puis du coup, comme on remonte de la droite à 5, puis comme on remonte encore de la droite à 2, et ensuite on va à 1, mais du coup on fait pas la comparaison, et on fait la même à droite, donc là 12, 13, 6, 14, 15, 7, 3, et puis 1 en tout dernier. Bon, la vérité c'est que ça a des avantages dans quelques cas très précis, mais en général c'est un parcours préfixe qui est privilégié. Ce parcours est purement récursif, donc en gros là vous faites le test avec 1, puis ensuite vous lancez la récursion pour le sous-arbre gauche, puis pour le sous-arbre droit, et bon la seule vraie différence c'est quand est-ce qu'on fait la comparaison. Avant la récursion du sous-arbre gauche, pendant celle du sous-arbre gauche et du sous-arbre droit, ou après celle du sous-arbre droit. Et bon ça dépend des implémentations. Bon, le dernier parcours, c'est le parcours en largeur. Bon là, il n'y a pas question de récursion ni rien, là c'est du bête et méchant. On va tout simplement aller de gauche à droite pour chaque niveau. Donc là on va voir le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été fait cet arbre, pour montrer ce que représente le parcours en largeur. Il est un peu plus complexe à développer. En général, on va utiliser une file qu'on a vu du coup à la dernière vidéo. On va mettre les arbres à analyser un par un. Donc quand on arrive dans un arbre, on rajoute tous ses enfants dans la file, et on défile du coup le premier élément rajouté, qui sera l'élément qu'on va analyser à ce moment-là. Bon, ça c'est une version ghetto des parcours vus plus tôt. Mais en tout cas ça marche, donc c'est toujours cool. Donc que retenir de ces structures-là? Bon, comme on l'a vu déjà, ces deux structures, bon on peut s'imaginer mais c'est très abstrait, ça a beaucoup d'utilité mais l'explication reste abstraite. Théoriquement, tout ce qui contient de près ou de loin une valeur et un pointeur, ben, c'est une liste chaînée, et tout ce qui contient une valeur et des pointeurs vers plusieurs autres valeurs, c'est un arbre. Comme on l'avait déjà dit lors du trimestre 1, l'idée ici c'est plus de donner une nouvelle façon aux élèves de créer des structures de données, donc ici de la pure abstraction qui doit bien évidemment devenir concrète dans les projets. Bon, la théorie c'est fini, on va repasser à une partie très voire même entièrement expérimentale, la gestion des systèmes d'exploitation. Alors je vous arrête tout de suite, on va pas en créer, on va juste apprendre à mieux les utiliser, parce que bon des fois quand on regarde comment ils sont utilisés, ça fait peur. Donc le premier truc qui est vu, c'est les deux notions de tâche et de processus. Bon, définir une tâche en vrai c'est pas si facile, on peut définir ça comme l'ensemble du nécessaire pour faire quelque chose avec l'ordinateur. Donc ici faire quelque chose veut dire exécuter une instruction, bien que comme vous pouvez le voir il y a plusieurs définitions possibles. Dans notre cas ici on va plutôt définir ça comme étant une instruction, enfin un ensemble d'instructions qu'on va tout exécuter à la fois, un peu comme une fonction. Bon, il y a un autre mot aussi très proche, mais qui est beaucoup plus facile à définir, c'est le mot processus. Le processus c'est tout simplement l'ensemble des tâches qui permettent le déroulement d'un programme. Donc par exemple l'ensemble des tâches qui permettent de faire marcher Microsoft Edge. Bon, en général il y en a un par logiciel, bien que des fois c'est possible qu'il y en ait plusieurs dans certains logiciels assez complexes. Bon. Pourquoi voir ça? Tout simplement pour aller accéder à une autre notion, qui trouve sa source dans un fait que les ordinateurs peuvent faire depuis bien longtemps, c'est faire tourner plusieurs logiciels à la fois.
La question c'est comment fait-il? Oui, alors ça peut paraître bateau, et vous allez voir qu'en vrai c'est assez important. En fait, le système d'exploitation, parce que c'est lui qui va faire ça, il va se débrouiller pour exécuter tous les processus de manière quasi simultanée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est qu'on va exécuter une petite partie de processus, l'une après l'autre, mais pour que à chaque fois ce soit un processus différent qui soit exécuté. Comme ça, tous les processus et donc tous les logiciels peuvent être exécutés à peu près en même temps. L'avantage, c'est que les ordinateurs modernes sont tellement rapides que quand vous faites ça, en fait, vous créez quasiment une illusion de simultanéité. Bon, précisément, déjà, ce qu'on va voir, un algorithme qui est vu en terminal, c'est le fait de ranger les processus pour savoir lequel exécuter ensuite. En gros, créer l'agenda d'exécution du système d'exploitation. Ça s'appelle l'ordonnancement, ou scheduler en anglais. Bon, pour qu'un ordonnancement soit possible, il faut du coup qu'un processus, à un moment donné, ne soit pas exécuté. Par exemple, si c'est celui-là qui est exécuté, les deux ici ne sont pas exécutés. Et donc, il faut qu'il soit possible, à un moment précis, de savoir dans quel état se situe un processus. Bon, des états comme ça, il en existe 4. Bon, en vrai, il y en a d'autres, mais 4 principaux. Bon, on va exclure la création, parce que ça paraît assez évident. Mais le premier état possible, c'est l'état prêt. Donc, en gros, l'état est sur liste d'attente pour être exécuté. Donc par exemple là, lui, il est en état prêt puisqu'il sera exécuté après, et lui aussi puisqu'il sera exécuté dans 2 tours. Quand le processus est exécuté, donc le moment précis où il est, donc par exemple celui-là, il est dit élu. Ensuite, si un processus n'est pas dans la liste d'attente ici, parce qu'il attend quelque chose, par exemple une connexion à internet, alors il est dit endormi. Et donc en toute logique, quand ce processus recevra ce qu'il attend, il va passer en mode prêt pour ensuite aller élu, puis ensuite soit directement dans prêt, soit directement dans endormi, et etc. Jusqu'à ce qu'il soit terminé, et dans ce cas-là, du coup il est terminé, et il est effacé de la mémoire. Bon, des algorithmes pour faire cet ordonnancement, en vrai il y en a vraiment qu'un seul qui est vraiment très utilisé, il est vu en terminal. Bon, théoriquement le plus simple, on peut se dire qu'on va juste mettre les processus l'un après les autres, et bon du coup si on fait ça, alors on casse le sentiment de simultanéité. Quand vous exécutez celui-là, lui il fait rien, et donc si lui est long, alors lui il est mort, ce qui est pas de chance quand même. Bon, et n'importe quel rangement de ce genre ne voudra pas, donc même si vous faites un truc un peu aléatoire comme ça, c'est pas bon, mais bon, c'est quand même vu en terminal. Et l'algorithme qui est vraiment utilisé, c'est le carrousel. L'idée, c'est de faire comme on a fait tout à l'heure, donc on les met les uns après les autres, mais de manière à ce que la simultanéité existe, donc un processus après l'autre. Il y a un petit exemple de tableau ici, donc avec les processus A, B et C, donc on a A, puis B, puis A, puis B, puis quand C rejoint, hop, C, A, B, C est fini, donc bon, il dégage. Ensuite on a re A et B est fini, donc maintenant que A fini, et hop, on a terminé. Ce genre de tableau, il faut savoir le faire en terminal. Bon, ça va, ils sont pas bien compliqués en vrai. Et puis bon, ces algorithmes, c'est plus de la logique pure qu'autre chose, donc ça devrait aller. Alors à quoi ça sert tout ça? Comprendre les bases des systèmes d'attribution de ressources comme ça, c'est très important pour certaines stratégies de développement, comme par exemple le multithread, qui est extrêmement utilisé dans le développement moderne. Mais bon, ça, je pense que ce sera vu dans plus longtemps. En tout cas, connaître ça, c'est une bonne base, donc c'est toujours important de bien le comprendre. Bon, maintenant que cette partie est faite, on va aller sur un truc quand même très différent, mais tout aussi important, pour pas ne dire plus important d'ailleurs, Linux. Alors beaucoup de gens qui aiment bien l'informatique connaissent Linux. C'est un système d'exploitation qui est particulièrement fait pour le développement en fait, et il faut le connaître un minimum en terminal. Alors, théoriquement, dans la vraie vie, Linux, c'est un noyau de système d'exploitation. Dans le jargon, on nomme ça un kernel, mais le mot kernel n'est pas demandé en terminal. En tout cas, du coup, il y a plein de systèmes très connus qui en découlent, avec le plus connu, qui est bien évidemment Ubuntu, mais bon, il y en a d'autres, on appelle ça des distributions Linux. Et l'idée de Linux, en fait, c'est qu'il est basé sur un ensemble de normes très précis qui s'appelle Unix, qui lui-même est basé sur d'autres normes, POSIX, Bon, une partie histoire est demandée au bac, donc on va la faire vite fait. En fait, dans les années 70, il fallait un système d'exploitation, et donc c'est pour ça qu'il y en a un qui a été créé pour certaines machines précises, comme le PDP-7, ce truc-là, et son nom, c'est Unix. Donc on a déjà vu juste ici. Bon, il est la base de pas mal de choses, dont par exemple le langage assez connu C, il a été créé pour Unix, par Dennis Ritchie, même si le gars qui s'occupait du projet Unix, c'était Ken Thompson. Bon, ensuite, il y a pas mal de versions qui en découlent, dont la plus utilisée qui est BSD, qui est toujours disponible aujourd'hui. Enfin, des versions de BSD sont toujours disponibles, comme OpenBSD. Bon, même si on voit au design du site web que ça fait un petit peu vieux. Bon, ça a été proposé commercialement par AT&T, mais le problème, c'est que la licence était, disons, assez complexe et privative, donc en gros si vous avez le logiciel, bonne chance pour développer un truc dessus, il fallait plein d'autorisations, des trucs, c'était relou. Donc pour y remédier, il y a un gars nommé Richard Stallman qui va arriver et qui va créer un système d'exploitation qui n'est pas Unix, et ça c'est important de le comprendre, ce n'est pas le système Unix, qui s'appelle GNU. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Tout simplement parce que même s'il n'est pas Unix, son créateur, du coup Richard Stallman, il voulait faire un système qui copie quasiment parfaitement Unix. Ouais, un gros plagiat. Mais ce système-là était libre, donc le code source, vous pouvez en faire ce que vous voulez, et donc développer dessus était très simple. C'est là d'ailleurs que apparaît le langage de norme Unix, et plus de système Unix, puisque ce n'est pas Unix, mais ça reprend l'utilisation d'Unix. Bon, le seul problème c'est qu'il était un petit peu complexe à utiliser, parce que bon, c'était un truc un petit peu hackers,
soyons honnêtes. Donc c'est pour ça qu'en 91, Linus Torvald crée une version simple de GNU qui s'appelle Linux. Et donc voici comment est né Linux. Bon après il y a eu plein de versions différentes, tout ça, bon on va pas rentrer dans les détails. Bon aujourd'hui, les normes Unix du coup sont très populaires puisque même Windows l'utilise, donc Windows c'est là que j'utilise actuellement, et même macOS à partir de 2007 a aussi commencé à l'utiliser. Donc autant vous dire que ça pèse. Alors mais du coup, la vraie question c'est quoi ces normes Unix? Et ben une partie sont vues en terminal. Bon la plus connue et la plus utilisée c'est le système d'arborescence, donc avec les chemins d'accès et tout ça, mais ça vient de Unix. Sur Linux, elle est très précise, elle respecte des règles très précises, celle-là. Donc vous avez la racine qui est juste un slash, et tous les sous-dossiers principaux, bin, home, etc, opt, tmp, user et var. Bon du coup sur Windows c'est pas le cas. Vous avez le très célèbre dossier C, avec plein de trucs dedans, tout ça, bon. Ça c'est une norme Linux. Par contre l'arborescence, ça c'est Unix. Faut bien faire la différence entre les deux, même si c'est chaud, disons-le. Bon même si la plus grosse particularité d'Unix, c'est que, bon, vous devez vous y attendre, ben c'est vieux. Les années 70, tout ça, à cette époque il n'y avait pas d'interface graphique. Il fallait tout faire à la ligne de commande. Et justement ces commandes-là, bien qu'aujourd'hui elles soient plus utilisées par le grand public, eh ben il faut en apprendre une partie. Alors ça a pas mal d'importance en vrai, par exemple, si vous voulez vous connecter à un serveur distinct, qui sera très probablement sous Linux d'ailleurs, et ben il vaut mieux faire directement via la ligne de commande, vous envoyez les commandes au serveur et il fait ce que bon vous semble. Mais bon, sur un ordinateur comme ça, bon vous avez plein de trucs, le système de fichiers, tout ça, ce sera suffisant. Mais bon c'est quand même un truc à connaître, ces commandes-là. Donc bon, un petit peu de vocabulaire. L'endroit où on écrit les commandes, ça s'appelle le terminal, ou CLI ou shell en anglais, ça dépend. Dans ce terminal, vous avez un dossier actuel, donc là par exemple on le voit juste ici, qui est le dossier dans lequel on va travailler, et donc grâce à ça vous pouvez travailler directement sur les fichiers, et sur en gros bon, tout ce que vous voulez. Bon pour ça du coup il faut connaître les commandes, qui ont une syntaxe très précise d'ailleurs. Le premier mot de la commande doit être le nom de la commande, donc là il y en a quelques exemples, cd, ls, mkdir, nano et sudo, donc ils sont juste des rétrécissements pour des noms plus conventionnels. Cd c'est change directory, ls list, mk makedir, make directory, nano c'est un logiciel, donc il tourne directement dans les terminaux, et sudo c'est super utilisateur nous. Bon, ensuite vous devez rentrer des paramètres pour vos commandes, donc par exemple des chemins d'accès si vous voulez accéder à un fichier, ou des options qui représentent aussi des mots et des lettres, mais avec un petit tiret devant. Donc voilà, ça c'est tous les trucs possibles pour faire des commandes. Et ici vous avez un petit exemple des commandes les plus utilisées. Donc du coup cd, change directory, qui change le répertoire actuel. Bon celle-là elle est présente même sur Windows, donc par exemple si je fais cd AMD, et ben je vais aller dans le dossier AMD, où il y a tous les logiciels AMD, parce que j'ai un CPU AMD. Bon pour revenir en arrière c'est cd ... qu'il faut faire. Vous avez ls, le chemin d'accès aussi, qui affiche la liste de tous les sous-dossiers d'un dossier que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser toute seule, et dans ce cas-là, vous avez les sous-dossiers du dossier actuel. Sinon, vous pouvez l'utiliser avec un dossier, donc là par exemple AMD, hop, et là je ne change pas de dossier, mais je peux quand même voir ce qu'il y a dans AMD. Donc c'est les deux commandes vraiment basiques. Ensuite, vous avez mkdir, qui vous permet du coup de créer un dossier. Donc par exemple mkdir dossier, hop, et là si vous faites ls pour regarder, hop, on a créé le dossier. Bon pour le supprimer je l'ai pas mis mais c'est rmdir, remove. Si vous arrivez à savoir ce que fait la commande, alors ça devrait pas être trop difficile de la retenir. Ensuite vous avez nano chemin d'accès, alors lui il permet d'ouvrir un fichier de texte. Bon malheureusement sur Windows il n'y est vraiment pas, et pareil pour un autre logiciel pareil, Vim. Bon l'idée en gros c'est d'ouvrir directement dans le terminal un logiciel qui va vous permettre d'éditer du texte. Et dans le cas d'ailleurs où le fichier n'existe pas, bah, il va le créer lui-même. Donc comme ça vous pouvez travailler directement via le terminal. Et finalement la dernière commande c'est sudo, donc super utilisateur do, qui va effectuer une commande, donc par exemple ls, en tant que super utilisateur. Sur Linux, un super utilisateur en fait c'est un administrateur. Bon sur Windows ça y est pas, mais c'est l'équivalent d'ouvrir un fichier en mode administrateur. Bon des commandes en vrai on a plusieurs milliers, donc bon bonne chance. Surtout qu'en plus si vous rentrez directement un exécutable, donc par exemple je sais pas explorer.exe, si je crée son chemin d'accès, hop, il va me l'ouvrir sans problème. Donc bon ça rajoute encore des possibilités. Et d'ailleurs il existe un langage de programmation qui permet d'exécuter en une fois plein de commandes, ça s'appelle bash. Donc c'est des fichiers en .sh, et si vous l'ouvrez, hop, vous avez plein de commandes dedans, et elles vont toutes être exécutées une par une. Donc c'est quand même assez cool, et c'est toujours un plus de le connaître, même si ça pêche un peu dans certains domaines, comme le multimédia ou le jeu vidéo. Bon, en tout cas pour le développement, ça c'est vraiment super utile. Bon, on va encore une fois complètement changer de sujet, décidément, puisque cette fois-ci, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est du réseau et du routage. Bon, pour rappel, le réseau est déjà étudié en première. Bon ben là on va creuser encore quelques notions. Bon, on va quand même faire quelques rappels avant. Sur internet, pour obtenir l'adresse d'une machine, il faut obtenir ce qu'on appelle son IP, Internet Protocol, qui représente un ensemble de nombres, 4 ou 6 selon le type d'IP que vous utilisez, même si là on va faire avec 4 pour être plus simple. Et de toute façon ce qu'on va voir ce sera exactement pareil pour le 6. Donc bon sur un réseau, chaque machine a une IP, donc ordinateur, tablette, téléphone, tout ça, en sachant que les infos transitent via ce qu'on appelle des requêtes, donc il y a l'info dedans, qui elle-même est découpée en petits morceaux nommés des paquets, et qui sont
orienter dans la bonne direction par des routeurs. Donc bon, ça c'est du rappel même de SNT, je crois. Alors ce qu'on va commencer à voir en terminal déjà, c'est creuser la notion d'IP, parce qu'un truc qu'il faut savoir, c'est qu'une IP n'est valable que dans un seul réseau. Donc si vous avez plusieurs réseaux, il n'est pas aberrant qu'il y ait plusieurs IP. C'est casse-tête, mais pas vraiment aberrant. Et cette même IP, c'est le fournisseur du réseau qui vous la distribue, puisque c'est lui qui va faire le routage, donc le routage qui va permettre de bien rediriger chaque information comme nécessaire. Le fournisseur devrait s'en occuper. En parlant de réseau, il faut savoir que même le réseau entier a une IP, bien qu'elle soit un petit peu différente des IP des machines. Puisque en effet, pour obtenir une IP d'un réseau, en fait il suffit que de l'IP d'une machine. Comment la retrouver? En vrai, c'est assez simple. Cette IP, on va la transformer en binaire, donc les nombres, on va du coup les transformer en binaire. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un masque de réseau. Donc c'est une IP où tous les premiers nombres sont des 1, donc comme ça. Pour obtenir l'IP du réseau avec ce masque-là, on va prendre l'IP de notre machine et l'IP de notre masque, on va mettre tout ça dans un tableau de ce genre, et à chaque fois, pour chaque nombre, on regarde si les deux nombres sont égaux à 1, dans ce cas-là on met un 1, et sinon on met un 0. Ça c'est une opération binaire qui s'appelle le et qui du coup si on l'a fait pour cette IP là, donne cette IP là. Bon, c'est difficile de le voir directement sans le binaire, donc bon il faut savoir faire la conversion. Et ça du coup c'est l'IP de notre réseau. Alors pour faire transiter facilement le masque via l'IP de base, comme il n'est composé que de 1, alors ce qu'on va faire c'est attacher à l'IP de la machine le nombre de 1 qu'il y a dans le masque, donc qui permet du coup d'obtenir le masque entier. Ça c'est ce qu'on appelle la notation CIDRE. Dans le cas de notre adresse vue plus haut, ça serait celle-là la notation CIDRE. Et grâce à ça du coup, vous pouvez obtenir le réseau précis de l'IP demandé. Alors maintenant qu'on est capable d'avoir ce genre d'IP, il faut faire le routage entre chaque réseau. Alors en terminal, il y a deux algorithmes qui sont étudiés. Bon, le premier, le plus simple et intuitif, c'est RIP, donc Routing Information Protocol. Tout ce qu'il va faire, c'est la façon brute et méchante. Chaque routeur va connaître tous les autres routeurs, et donc savoir précisément comment lui envoyer l'information. Donc pour ça, il y a une actualisation constante du réseau. Bon, c'est pas le plus optimisé. Il faut aussi que le réseau soit bien organisé, pour pas que chaque routeur ait 1 milliard d'autres routeurs à imaginer. Pour des raisons de performance, chaque routeur va avoir deux autres informations sur les autres routeurs. Déjà, premièrement, le nombre de routeurs qui le séparent du routeur cible, donc la distance en gros entre les deux routeurs. Et deuxièmement, le prochain routeur du chemin qui va vers le routeur cible. Donc comme ça, on va lui envoyer la requête qui après va l'envoyer au prochain chemin, etc. jusqu'à arriver au routeur cible. Donc là, par exemple, on a un petit réseau. Et ce qu'on va faire là, c'est analyser le routeur 128.34.0.0, lui, et mettre tout ça dans un tableau. Donc bon, on peut directement accéder au routeur, bon, on va l'appeler 4, donc via le routeur 4 directement, et aussi du coup au routeur 2, et pour aller au routeur 1 et au routeur 3, il faut passer par le routeur 2, et du coup ils sont à une distance de 2 routeurs. Bon, au début d'internet c'était celui-là qui a été utilisé, même si très vite avec l'apparition de plein de moyens pour faire les liens entre routeurs, et il y en a qui étaient plus rapides que d'autres, comme par exemple la fibre qui est la plus rapide de toutes, et des fois ce protocole ne marchait pas très bien. Donc il y en a un nouveau qui est apparu qui s'appelle OSPF, pour Open Shortest Path First, et en gros c'est exactement la même chose, sauf que là, chaque lien entre routeurs aura un nombre attribué qui représente en gros le nombre de données qu'on peut faire passer par seconde via ce lien. Plus on peut en faire passer, plus il est considéré comme prêt, parce que du coup un transfert sera moins long, et donc grâce à ça, on pallie le fait que plusieurs connexions soient possibles. Par exemple, entre une connexion fibre et ADSL, fibre ça va beaucoup plus vite. Bon, pour être précis, il y a un petit calcul à faire, qu'on appelle le coût de la connexion. Prenez 100 mégabits par seconde et divisez-lui le nombre de mégabits par seconde que peut faire passer une connexion, et vous obtenez un nombre qu'on appelle le coût. Donc par exemple, avec 1 giga par seconde, donc 1000 mégabits par seconde, vous avez un coût de 0,1, donc pas beaucoup, donc considéré comme prêt. Et à l'inverse, si vous avez 10 mégabits par seconde, là vous avez un coût de 10 et c'est beaucoup moins bien. Bon là on a pris 100 mégabits par seconde en haut, mais des fois dans certains sujets de bac c'est un autre nombre, allez savoir pourquoi. Et donc grâce à ça, on peut savoir précisément quel transfert est le plus rapide. Et bien évidemment, dans le réseau mondial actuel, ce protocole est bien plus rapide que le protocole RIP. Bon, de manière assez obvious, tout ça c'est une introduction à la façon dont fonctionne une configuration réseau. Et bon, l'idée brute du truc, c'est de faire découvrir aux élèves comment fonctionnent les réseaux. Donc bon, assez pratique pour le futur. Donc bon, du coup c'est tout ce petit cours, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout et tout. Bon, au début de la vidéo, j'ai dit du coup que cette vidéo serait moins longue que la dernière. Bon en fait non, je pensais pas que ça prendrait tant de temps de traiter tout ça, bon. En sachant qu'en plus là on avance vers le bac, donc plus on avance, plus vous devriez faire de sujets de bac si vous êtes en NSI. Donc bon, le troisième trimestre sera très probablement encore moins rempli, mais bon, on verra ça dans 3 mois du coup. Alors avant de vous quitter, il y a quand même quelques petits trucs que je dois vous dire, que je vous avais dit en début de vidéo, que je vous dirai maintenant. Déjà premièrement, effectivement il n'y a pas eu de vidéo il y a 2 semaines, j'ai pas eu de temps, désolé, j'ai pas vraiment d'excuses en vrai. Enfin, pas des trucs que je peux dire sur une chaîne YouTube. Autre truc aussi, bon, que je pense que vous l'avez remarqué, c'est que le site web que j'utilise, il est hébergé en host. Tout simplement parce que bon, ça on en parlera dans le devlog, mais bon, on a tout modifié du coup par rapport à la façon dont
fait le site web. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a plus d'illustrations là où au dernier cours on en avait quasiment pas. Donc ça rajoute quand même du meilleur contenu, mais bon c'est toujours cool. Alors au moment précis où la vidéo devrait sortir, il y a peu de chances que cette page là soit disponible, mais promis, elle le sera dans le week-end. Tant qu'on y est, je voulais aussi vous remercier pour les 500 abonnés. Bon c'est pas 1 milliard, mais c'est déjà pas mal je trouve, donc merci tout le monde. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne révision du bac, force à vous les mecs, on est ensemble, et sur ce, je vous dis à plus.